Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous poursuivons ce soir la lecture d'Albertine disparue de Marcel Proust. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN tout au long de la lecture. Tu es sûr, me dit-il, que je puisse offrir comme cela à cette femme 30 000 francs pour le comité électoral de son mari ? Elle est malhonnête à ce point-là ? Si tu ne te trompes pas, 3 000 francs suffiraient. Non, je t'en prie, n'économise pas pour une chose qui me tient tant à cœur. Tu dois dire ceci, où il y a du reste une part de vérité. Mon ami avait demandé ces 30 000 francs à un parent pour le comité de l'oncle de sa fiancée. C'est à cause de cette raison de fiançailles qu'on les lui avait donnés. Et il m'avait prié de vous les porter pour qu'Albertine n'en sût rien. Et puis voici qu'Albertine le quitte. Il ne sait plus que faire. Il est obligé de rendre les 30 000 francs s'il n'épouse pas Albertine. Et s'il l'épouse, il faudrait qu'au moins pour la forme elle revînt immédiatement, parce que cela ferait trop mauvais effet si la fugue se prolongeait. Tu crois que c'est inventé exprès ? Mais non, me répondit Saint-Loup par bonté, par discrétion, et puis parce qu'il savait que les circonstances sont souvent plus bizarres qu'on ne croit. Après tout, il n'y avait aucune impossibilité à ce que dans cette histoire des 30 000 francs, il y eût, comme je le lui disais, une grande part de vérité. C'était possible, mais ce n'était pas vrai, et cette part de vérité était justement un mensonge. Mais nous nous mentions. Robert et moi, comme dans tous les entretiens où un ami désire sincèrement aider son ami en proie à un désespoir d'amour. L'ami, conseil, appui, consolateur, peut plaindre la détresse de l'autre, non la ressentir, et meilleur il est pour lui, plus il ment. Et l'autre lui avoue ce qui est nécessaire pour être aidé, mais justement, peut-être pour être aidé, cache bien des choses. L'heureux est tout de même celui qui prend de la peine, qui fait un voyage, qui remplit une mission, mais qui n'a pas de souffrance intérieure. J'étais en ce moment celui qui avait été Robert à Doncières quand il s'était quitté par Rachel. Enfin, comme tu voudras. Si j'ai une avanie, je l'accepte d'avance pour toi. Et puis cela a beau me paraître un peu drôle, ce marché si peu voilé, je sais bien que dans notre monde il y a des duchesses, et même des plus bigotes, qui feraient pour 30 000 francs des choses plus difficiles que de dire à leur nièce de ne pas rester en Touraine. Enfin, je suis doublement content de te rendre service, puisqu'il faut cela pour que tu consentes à me voir. Si je me marie, ajouta-t-il, est-ce que nous ne nous verrons pas davantage ? Est-ce que tu ne feras pas un peu de ma maison la tienne ? Il s'arrêta tout à coup, ayant pensé, supposai-je alors, que si moi aussi je me mariais, Albertine ne pourrait pas être pour sa femme une relation intime. Et je me rappelais ce que les Cambremer m'avaient dit de son mariage probable avec la fille du prince de Guermantes. L'indicateur consulté, il vit qu'il ne pourrait partir que le soir. Françoise me demanda « Faut-il ôter du cabinet de travail le lit de mademoiselle Albertine ?» Au contraire, dis-je, il faut le faire. J'espérais qu'elle reviendrait d'un jour à l'autre et je ne voulais même pas que Françoise pût supposer qu'il y avait un doute. Il fallait que le départ d'Albertine eût l'air d'une chose convenue entre nous, qui n'impliquait nullement qu'elle m'aimât moins. Mais Françoise me regarda avec un air, sinon d'incrédulité, du moins de doute. Elle aussi avait ses deux hypothèses. Ses narines se dilataient, elle flairait la brouille, elle devait la sentir depuis longtemps. Et si elle n'en était pas absolument sûre, c'est peut-être seulement parce que, comme moi, elle se défiait de croire entièrement ce qui lui aurait fait trop de plaisir.
Saint-Loup devait être à peine dans le train que je me croisais dans mon antichambre avec Bloch que je n'avais pas entendu sonner, de sorte que force me fut de le recevoir un instant. Il m'avait dernièrement rencontré avec Albertine, qu'il connaissait de Balbec, un jour où elle était de mauvaise humeur. « J'ai dîné avec monsieur Bontemps, me dit-il. Et comme j'ai une certaine influence sur lui, je lui ai dit que je m'étais attristée que sa nièce ne fût pas plus gentille avec toi, qu'il fallait qu'il lui adressât des prières en ce sens. J'étouffais de colère. Ces prières et ces plaintes détruisaient tout l'effet de la démarche de Saint-Loup et me mettaient directement en cause auprès d'Albertine que j'avais l'air d'implorer. Pour comble de malheur, Françoise, restée dans l'antichambre, entendait tout cela. Je fis tous les reproches possibles à Bloch, lui disant que je ne l'avais nullement chargé d'une telle commission et que du reste le fait était faux. Bloch, à partir de ce moment-là, ne cessa plus de sourire, moins, je crois, de joie que de gêne de m'avoir contrarié. Il s'étonnait en riant de soulever une telle colère. Peut-être le disait-il pour ôter à mes yeux de l'importance à son indiscrète démarche, peut-être parce qu'il était d'un caractère lâche et vivait gaiement et paresseusement dans les mensonges. Comme les méduses à fleur d'eau, peut-être parce que, même eût-il été d'une autre race d'hommes, les autres ne pouvant jamais se placer au même point de vue que nous ne comprennent pas l'importance du mal que leurs paroles dites au hasard peuvent nous faire. Je venais de le mettre à la porte, ne trouvant aucun remède à apporter à ce qu'il avait fait, quand on sonna de nouveau, et Françoise me remit une convocation chez le chef de la sûreté. Les parents de la petite fille que j'avais ramenée 1 heure chez moi avaient voulu déposer contre moi une plainte en détournement de mineur. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui vous assaillent, enchevêtrés comme des leitmotivs wagnériens, de la notion aussi, émergente alors, que les événements ne sont pas situés dans l'ensemble des reflets peints dans le pauvre petit miroir que porte devant elle l'intelligence et qu'elle appelle l'avenir, qu'ils sont en dehors et surgissent aussi brusquement que quelqu'un qui vient de constater un flagrant délit. Déjà, laissé à lui-même, un événement se modifie, soit que l'échec nous l'amplifie ou que la satisfaction le réduise. Mais il est rarement seul. Les sentiments excités par chacun se contrarient, et c'est dans une certaine mesure, comme je l'éprouvais en allant chez le chef de la sûreté, un révulsif au moins momentané et assez agissant des tristesses sentimentales que la peur. Je trouvais à la sûreté les parents qui m'insultèrent, me rendirent en me disant « Nous ne mangeons pas de ce pain-là ». Les 500 francs que je ne voulais pas reprendre et le chef de la sûreté qui, se proposant comme inimitable exemple de la facilité des présidents d'assises à repartie, prélevait un mot de chaque phrase que je disais, mot qui lui servait à en faire une spirituelle et accablante réponse. De mon innocence dans le fait, il ne fut même pas question, car c'est la seule hypothèse que personne ne voulut admettre un instant. Néanmoins, les difficultés de l'inculpation firent que je m'en tirais avec ce savon, extrêmement violent, tant que les parents furent là. Mais dès qu'ils furent partis, le chef de la sûreté, qui aimait les petites filles, changea de ton et me réprimandant comme un compère, « Une autre fois, il faut être plus adroit. Dame, on ne fait pas d'élevage aussi brusquement que ça, ou ça rate. D'ailleurs, vous trouverez partout des petites filles mieux que celle-là, et pour bien moins cher. » La somme était follement exagérée. Je sentais tellement qu'il ne me comprendrait pas si j'essayais de lui expliquer la vérité, que je profitais sans dire mot de la permission qu'il me donna de me retirer. Tous les passants, jusqu'à ce que je fusse rentrée, me parurent des inspecteurs chargés d'épier mes faits et gestes. Mais ce leitmotiv-là, de même que celui de la colère contre Bloch, s'éteignit pour ne plus laisser place qu'à celui du départ d'Albertine.
Or celui-là reprenait, mais sur un mode presque joyeux, depuis que Saint-Loup était parti. Depuis qu'il s'était chargé d'aller voir Madame Bontemps, le poids de l'affaire ne reposait plus sur mon esprit surmené, mais sur Saint-Loup, une allégresse qui m'avait même soulevée au moment de son départ, parce que j'avais pris une décision. J'ai répondu du tac au tac, et mes souffrances avaient été dispersées. Je croyais que c'était pour avoir agi, je le croyais de bonne foi, car on ne sait jamais ce qui se cache dans notre âme. Au fond, ce qui me rendait heureux, ce n'était pas de m'être déchargé de mes indécisions sur Saint-Loup, comme je le croyais. Je ne me trompais pas du reste absolument. Le spécifique pour guérir un événement malheureux, les 3/4 des événements le sont, c'est une décision, car elle a pour effet, par un brusque renversement de nos pensées, d'interrompre le flux de celles qui viennent de l'événement passé et dont elles prolongent la vibration, de le briser par un flux inverse de pensées inverses, venues du dehors, de l'avenir. Mais ces pensées nouvelles nous sont surtout bienfaisantes, et c'était le cas pour celles qui m'assiégeaient en ce moment, quand, du fond de cet avenir, c'est une espérance qu'elles nous apportent. Ce qui au fond me rendait si heureux, c'était la certitude secrète que la mission de Saint-Loup ne pouvant échouer, Albertine ne pouvait manquer de revenir. Je le compris, car n'ayant pas reçu dès le premier jour de réponse de Saint-Loup, je recommençais à souffrir. Ma décision, ma remise à lui de mes pleins pouvoirs, n'était donc pas la cause de ma joie qui sans cela eût duré, mais la réussite est sûre que j'avais pensé quand je disais « advienne que pourra ». Et la pensée, éveillée par son retard, qu'en effet autre chose que la réussite pouvait advenir, m'était si odieuse que j'avais perdu ma gaieté. C'est en réalité notre prévision, notre espérance d'événements heureux, qui nous gonfle d'une joie que nous attribuons à d'autres causes, et qui cesse pour nous laisser retomber dans le chagrin si nous ne sommes plus si assurés que ce que nous désirons se réalisa. C'est toujours une invisible croyance qui soutient l'édifice de notre monde sensitif et privé de quoi il chancelle. Nous avons vu qu'elle faisait pour nous la valeur ou la nullité des êtres, l'ivresse ou l'ennui de les voir. Elle fait de même la possibilité de supporter un chagrin qui nous semble médiocre simplement parce que nous sommes persuadés qu'il va y être mis fin, ou son brusque agrandissement jusqu'à ce qu'une présence vaille autant, parfois même plus que notre vie. Une chose, du reste, acheva de rendre ma douleur au cœur aussi aiguë qu'elle avait été la première minute et qu'il faut bien avouer qu'elle n'était plus. Ce fut de relire une phrase de la lettre d'Albertine. Nous avons beau aimer les êtres, la souffrance de les perdre, quand dans l'isolement nous ne sommes plus qu'en face d'elle à qui notre esprit donne dans une certaine mesure la forme qu'il veut, cette souffrance est supportable et différente de celle moins humaine, moins nôtre, aussi imprévue et bizarre qu'un accident dans le monde moral et dans la région du cœur, qui a pour cause moins directement les êtres eux-mêmes et les êtres eux-mêmes que la façon dont nous avons appris que nous ne les verrions plus. Albertine, je pouvais penser à elle en pleurant doucement, en acceptant de ne pas plus la voir ce soir qu'hier. Mais relire « Ma décision est irrévocable », c'était autre chose. C'était comme prendre un médicament dangereux qui m'eût donné une crise cardiaque à laquelle on ne peut pas survivre. Il y a dans les choses, dans les événements, dans les lettres de rupture, un péril particulier qui amplifie et dénature la douleur, même que les êtres peuvent nous causer. Mais cette souffrance dura peu. J'étais malgré tout si sûre du succès de l'habileté de Saint-Loup, le retour d'Albertine me parut une chose si certaine que je me demandais si j'avais eu raison de le souhaiter. Pourtant, je m'en réjouissais. J'allais acheter avec les automobiles le plus beau yacht qui existât alors. Il était à vendre, mais si cher qu'on ne trouvait pas d'acheteur.
D'ailleurs, une fois acheté, à supposer même que nous ne fissions que des croisières de 4 mois, il coûterait plus de 200 000 francs par an d'entretien. C'était sur un pied de plus d'un demi-million annuel que nous allions vivre. Pourrais-je le soutenir plus de 7 ou 8 ans ? Mais qu'importe. Quand je n'aurai plus que 50 000 francs de rente, je pourrais les laisser à Albertine et me tuer. C'est la décision que je pris. Elle me fit penser à moi. Or, comme le moi vit incessamment en pensant une quantité de choses, qu'il n'est que la pensée de ces choses, quand par hasard, au lieu de les avoir devant lui, il pense tout d'un coup à soi-même, il ne trouve qu'un appareil vide, quelque chose qu'il ne connaît pas, auquel, pour lui donner quelque réalité, il ajoute le souvenir d'une figure aperçue dans la glace. Ce drôle de sourire, ces moustaches inégales, c'est cela qui disparaîtra de la surface de la terre. Quand je me tuerai dans 5 ans, ce serait fini pour moi de pouvoir penser toutes ces choses qui défilaient sans cesse dans mon esprit. Je ne serai plus sur la surface de la terre et je n'y reviendrai jamais. Ma pensée s'arrêterait pour toujours. Et mon moi me parut encore plus nul, de le voir déjà comme quelque chose qui n'existe plus. Comment pourrait-il être difficile de sacrifier à celle vers laquelle notre pensée est constamment tendue, celle que nous aimons, de lui sacrifier cet autre être auquel nous ne pensons jamais, nous-mêmes. Aussi cette pensée de ma mort me parut par là, comme la notion de mon moi, singulière. Elle ne me fut nullement désagréable. Tout d'un coup, je la trouvais affreusement triste. C'est parce qu'ayant pensé que si je ne pouvais disposer de plus d'argent, c'est parce que mes parents vivaient. Je pensais soudain à ma mère. Et je ne pus supporter l'idée de ce qu'elle souffrirait après ma mort. Malheureusement pour moi qui croyais l'affaire de la sûreté finie, Françoise vint m'annoncer qu'un inspecteur était venu s'informer si je n'avais pas l'habitude d'avoir des jeunes filles chez moi, que le concierge, croyant qu'on parlait d'Albertine, avait répondu que si, et que depuis ce moment la maison semblait surveillée. Dès lors, il me serait à jamais impossible de faire venir une petite fille dans mes chagrins pour me consoler, sans risquer d'avoir la honte devant elle qu'un inspecteur surgît et qu'elle me prit pour un malfaiteur. Et du même coup, je compris combien on vit plus pour certains rêves qu'on ne croit, car cette impossibilité de bercer jamais une petite fille me parut ôter à la vie toute valeur à jamais. Mais de plus, je compris combien il est compréhensible que les gens aisément refusent la fortune et risquent la mort, alors qu'on se figure que l'intérêt et la peur de mourir mènent le monde. Car si j'avais pensé que même une petite fille inconnue pût avoir, par l'arrivée d'un homme de la police, une idée honteuse de moi, combien j'aurais aimé me tuer. Il n'y avait même pas de comparaison possible entre les deux souffrances. Or, dans la vie, les gens ne réfléchissent jamais que ceux à qui ils offrent de l'argent, qu'ils menacent de mort, peuvent avoir une maîtresse ou même simplement une camarade, à l'estime de qui ils tiennent, même si ce n'est pas à la leur propre. Mais tout à coup, par une confusion dont je ne m'avisais pas, je ne songeais pas en effet qu'Albertine, étant majeure, pouvait habiter chez moi et même être ma maîtresse. Il me sembla que le détournement de mineurs pouvait s'appliquer aussi à Albertine. Alors la vie me parut barrée de tous les côtés. Et en pensant que je n'avais pas vécu chastement avec elle, je trouvais, dans la punition qui m'était infligée pour avoir bercé une petite fille inconnue, cette relation qui existe presque toujours dans les châtiments humains, et qui fait qu'il n'y a presque jamais ni condamnation juste, ni erreur judiciaire, mais une espèce d'harmonie entre l'idée fausse que se fait le juge d'un acte innocent et les faits coupables qu'il a ignorés. Mais alors, en pensant que le retour d'Albertine pouvait amener pour moi une condamnation infamante qui me dégraderait à ses yeux, et peut-être lui ferait elle-même un tort qu'elle ne me pardonnerait pas,
Je cessai de souhaiter ce retour. Il m'épouvanta. J'aurais voulu lui télégraphier de ne pas revenir, et aussitôt, noyant tout le reste, le désir passionné qu'elle revînt m'envahit. C'est qu'ayant envisagé un instant la possibilité de lui dire de ne pas revenir et de vivre sans elle, tout d'un coup je me sentis au contraire prêt à sacrifier tous les voyages, tous les plaisirs, tous les travaux pour qu'Albertine revînt. Ah, combien mon amour pour Albertine dont j'avais cru que je pourrais prévoir le destin d'après celui que j'avais eu pour Gilberte, s'était développé en parfait contraste avec ce dernier. Combien rester sans la voir m'était impossible. Et pour chaque acte, même le plus minime, mais qui baignait auparavant dans l'atmosphère heureuse qu'était la présence d'Albertine, il me fallait chaque fois, à nouveau frais, avec la même douleur, recommencer l'apprentissage de la séparation. Puis la concurrence des autres formes de la vie rejetait dans l'ombre cette nouvelle douleur. Et pendant ces jours-là, qui furent les premiers du printemps, j'eus même, en attendant que Saint-Loup pût voir Madame Bontemps, à imaginer Venise et de belles femmes inconnues, quelques moments de calme agréable. Dès que je m'en aperçus, je sentis en moi une terreur panique. Ce calme que je venais de goûter, c'était la première apparition de cette grande force intermittente qui allait lutter en moi contre la douleur, contre l'amour, et finirait par en avoir raison. Ce dont je venais d'avoir l'avant-goût et d'apprendre le présage, c'était, pour un instant seulement, ce qui plus tard serait chez moi un état permanent, une vie où je ne pourrais plus souffrir pour Albertine, où je ne l'aimerais plus. Et mon amour qui venait de reconnaître le seul ennemi par lequel il put être vaincu, l'oubli, se mit à frémir. Comme un lion qui, dans la cage où on l'a enfermé, a aperçu tout d'un coup le serpent pitant qui le dévorera. Je pensais tout le temps à Albertine, et jamais Françoise, en entrant dans ma chambre, ne me disait assez vite « Il n'y a pas de lettre » pour abréger l'angoisse. Mais de temps en temps, je parvenais, en faisant passer tel ou tel courant d'idées au travers de mon chagrin, à renouveler, à aérer un peu l'atmosphère, viciée de mon cœur. Mais le soir, si je parvenais à m'endormir, alors c'était comme si le souvenir d'Albertine avait été le médicament qui m'avait procuré le sommeil, et dont l'influence, en cessant, m'éveillerait. Je pensais tout le temps à Albertine en dormant. C'était un sommeil spécial, à elle qu'elle me donnait, et où du reste je n'aurais plus été libre, comme pendant la veille, de penser à autre chose. Le sommeil, son souvenir, c'étaient les deux substances mêlées qu'on nous a fait prendre à la fois pour dormir. Réveillée, du reste, ma souffrance allait en augmentant chaque jour au lieu de diminuer. Non que l'oubli n'accomplit son œuvre, mais là même il favorisait l'idéalisation de l'image regrettée, et par là l'assimilation de ma souffrance initiale et à d'autres souffrances analogues qui la renforçaient. Encore cette image était-elle supportable. Mais si tout d'un coup je pensais à sa chambre où le lit restait vide, à son piano, à son automobile, je perdais toute force, je fermais les yeux. J'inclinais ma tête sur l'épaule gauche comme ceux qui vont défaillir. Le bruit des portes me faisait presque aussi mal, parce que ce n'était pas elle qui les ouvrait. Quand il put y avoir un télégramme de Saint-Loup, je n'osais pas demander « Est-ce qu'il y a un télégramme ?» Il en vint un enfin, mais qui ne faisait que tout reculer, me disant « Ces dames sont parties pour 3 jours. » Sans doute si j'avais supporté les 4 jours qu'il y avait déjà depuis qu'elle était partie, c'était parce que je me disais « Ce n'est qu'une affaire de temps, avant la fin de la semaine, elle sera là. » Mais cette raison n'empêchait pas que pour mon cœur, pour mon corps, l'acte à accomplir était le même. Vivre sans elle, rentrer chez moi sans la trouver, passer devant la porte de sa chambre, l'ouvrir, je n'avais pas encore le courage, en sachant qu'elle n'y était pas, me coucher sans lui avoir dit bonsoir. Voilà les choses que mon cœur avait dû accomplir dans leur terrible intégralité
et tout de même que si je n'avais pas dû revoir Albertine. Or que maintenant il l'eût accompli déjà, 4 fois prouvé qu'il était capable de continuer à l'accomplir. Et bientôt peut-être la raison qui m'aidait à continuer ainsi à vivre, le prochain retour d'Albertine, je cesserai d'en avoir besoin. Je pourrais me dire, elle ne reviendra jamais, et vivre tout de même comme j'avais déjà fait pendant 4 jours, comme un blessé qui a repris l'habitude de la marche et peut se passer de ses béquilles. Sans doute le soir en rentrant, je trouvais encore, m'ôtant la respiration, m'étouffant du vide de la solitude, les souvenirs, juxtaposés en une interminable série de tous les soirs où Albertine m'attendait. Mais déjà je trouvais aussi le souvenir de la veille, de l'avant-veille et des 2 soirs précédents, c'est-à-dire le souvenir des 4 soirs écoulés depuis le départ d'Albertine, pendant lesquels j'étais restée sans elle, seule, où cependant j'avais vécu, 4 soirs déjà, faisant une bande de souvenirs bien minces à côté de l'autre. Mais que chaque jour qui s'écoulerait allait peut-être étoffer. Je ne dirai pas la lettre de déclaration que je reçus à ce moment-là d'une nièce de Madame de Guermantes, qui passait pour la plus jolie jeune fille de Paris, et la démarche que fit auprès de moi le duc de Guermantes de la part des parents résignés, pour le bonheur de leur fille, à l'inégalité du parti, à une semblable mésaillance. De tels incidents qui pourraient être sensibles à l'amour-propre sont trop douloureux quand on aime. On aurait le désir et on n'aurait pas l'indélicatesse de les faire connaître à celles qui portent sur nous un jugement moins favorable, qui ne serait du reste pas modifié si elle apprenait qu'on peut être l'objet d'un tout différent. Ce que m'écrivait la nièce du duc n'eût pu qu'impatienter Albertine. Depuis le moment où j'étais éveillée et où je reprenais mon chagrin à l'endroit où j'en étais restée avant de m'endormir, comme un livre un instant fermé et qui ne me quitterait plus jusqu'au soir, ce ne pouvait jamais être qu'à une pensée concernant Albertine que venait se raccorder pour moi toute sensation, qu'elle me vinsse du dehors ou du dedans. On sonnait. C'est une lettre d'elle, c'est elle-même peut-être. Si je me sentais bien portant, pas trop malheureux, je n'étais plus jaloux, je n'avais plus de griffes contre elle. J'aurais voulu vite la revoir, l'embrasser, passer gaiement toute ma vie avec elle, lui télégraphier « Venez vite !» me semblait devenue une chose toute simple, comme si mon humeur nouvelle avait changé, non pas seulement mes dispositions, mais les choses hors de moi, les avait rendues plus faciles. Si j'étais d'humeur sombre, toutes mes colères contre elle renaissaient. Je n'avais plus envie de l'embrasser. Je sentais l'impossibilité d'être jamais heureux par elle. Je ne voulais plus que lui faire du mal et l'empêcher d'appartenir aux autres. Mais de ces 2 humeurs opposées, le résultat était identique. Il fallait qu'elle revînt au plus tôt. Et pourtant, quelque joie que put me donner au moment même ce retour, je sentais que bientôt les mêmes difficultés se présenteraient et que la recherche du bonheur dans la satisfaction du désir moral était aussi naïve que l'entreprise d'atteindre l'horizon en marchant devant soi. Plus le désir avance, plus la possession véritable s'éloigne. De sorte que, si le bonheur, ou du moins l'absence de souffrance peut être trouvé, ce n'est pas la satisfaction, mais la réduction progressive, l'extinction finale du désir qu'il faut chercher. On cherche à voir ce qu'on aime. On devrait chercher à ne pas le voir. L'oubli seul finit par amener l'extinction du désir. Nous nous arrêtons là pour ce soir, pour Albertine disparue de Marcel Proust. Passez une excellente soirée sur D8.